Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Dev Café en ce dernier jour de février. Alors comme d'habitude, je vais vous résumer toute l'actualité autour du développement en une dizaine de minutes, avec aujourd'hui des sujets sur France Identité bloqué par Apple, le changement de l'user agent de Chrome sur Android ou encore GitHub Blocks qui devrait bientôt être ouvert à tous. J'espère en tout cas que ce programme vous plaira, mais juste avant de commencer, une petite séquence promo, car si vous aimez suivre cette émission, il existe un Patreon pour la soutenir qui vous offre notamment l'accès au podcast au format audio. Si ça vous intéresse, le lien il est dans la description. Bon allez, je referme très vite cette petite pub car on est déjà parti pour le Dev Café de ce 28 février. Pour commencer, c'est une information de France Info, mais qui montre qu'Apple peut encore faire la pluie et le beau temps, y compris face à des États. Pour vous expliquer, depuis quelques temps, la carte d'identité française est distribuée au format carte bancaire et le projet France Identité consiste à pouvoir numériser cette carte directement dans nos téléphones. Sachant que pour le moment, on n'en est encore qu'au stade d'expérimentation, car un pilote avec 5000 personnes sur Android et iOS est en cours. Normalement, l'idée c'est d'augmenter les testeurs vers les 20 000, sauf que tout est bloqué en l'état. Et en effet, alors que tout fonctionne à peu près sur des roulettes sur Android, il a déjà fallu attendre iOS 16 pour qu'Apple intègre la techno Pace qui est justement utilisée par France Identité. Mais vous l'imaginez, il y a un problème et étonnamment c'est non pas sur des vieux iPhones, mais au contraire sur les modèles les plus récents allant des iPhone 12 aux derniers iPhone 14. L'idée de cette appli c'est qu'il faut rapprocher la carte d'identité du téléphone pour qu'elle soit reconnue. Sauf que sur ces modèles d'iPhone, les comportements sont totalement variables. Parfois, la détection se fait du premier coup, alors qu'à d'autres, il faut s'y remettre à plusieurs fois. Et pour le moment, les différentes sous-versions d'iOS 16 n'ont rien changé et ça bloque complètement le pilote. On parle même déjà de plusieurs mois de retard. Malheureusement, pour l'heure, la situation semble totalement être bloquée et tant qu'Apple ne fera pas les correctifs, eh bien nous ne sommes pas prêts de voir arriver la carte d'identité sur mobile et c'est bien dommage. Ça fait d'ailleurs penser à Île-de-France Mobilité qui a été obligé d'envoyer carrément des portiques des métros parisiens pour que le protocole puisse être ajouté prochainement sur iOS, comme quoi Apple a encore un beau pouvoir de nuisance. Et maintenant on quitte ce sujet franco-français pour évoquer le marché des applications avec deux infos, ou plutôt pour commencer des chiffres de l'App Store sur l'Apple TV. Il en ressort que 15 000 applications sont disponibles, ce qui est bien loin des millions de la déclinaison pour les iPhones. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout la catégorie autour du contenu vidéo qui est privilégiée, mais plutôt l'éducation avec 25% du contenu, suivant ensuite le divertissement et le style de vie. Bref, si vous hésitiez à faire des applications sur ce support, eh bien vous devriez avoir un meilleur aperçu du marché avec les concurrents en place. Et on poursuit cette analyse entre guillemets du marché avec un complément d'infos autour d'Angry Birds, car je vous avais annoncé la semaine dernière que la version classique du jeu allait être délistée du Google Play et renommée sur l'App Store avant un délistage prochainement là aussi. Et finalement on a quelques détails supplémentaires, mais juste avant un petit rappel pour tout vous résumer. Concrètement, la toute première version d'Angry Birds elle est sortie en 2009 et elle n'existe plus en tant que telle, mais elle avait pour particularité d'être payante sur iOS et disponible un peu plus tard en gratuit mais avec des pubs sur Android, car à l'époque l'Android Market payant n'était pas disponible dans tous les pays. Et en 2019, une version remasterisée sous l'appellation Rovio Classics Angry Birds est sortie avec une réécriture totale du jeu qui coûte 99 centimes à l'achat. En revanche, Rovio continue de proposer d'autres déclinaisons en parallèle, mais en version gratuite de type free-to-play. Mais on comprend mieux aujourd'hui pourquoi Rovio va supprimer la version classique du jeu, car selon le community manager, elle aurait un impact négatif en termes de vente sur les autres jeux de l'éditeur. Alors c'est un peu contradictoire, mais je vais quand même essayer de vous expliquer. En ce moment, le jeu classique, il est numéro 2 dans les tops des ventes sur l'App Store, ce qui ferait selon des estimations 30 000 $ de chiffre d'affaires par mois. En revanche, les autres jeux de Rovio, les fameux free-to-play, ils sont certes beaucoup plus bas dans la liste des jeux, mais vu qu'ils sont dans la partie gratuite, il y a plus en toute logique de concurrence, et toujours selon des estimations, Angry Birds 2, qui est donc un free-to-play, il aurait permis de générer 9 millions de $ depuis son lancement, ce qui est finalement bien plus que la version classique. Finalement, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'aujourd'hui on gagne beaucoup plus avec des jeux gratuits avec des achats in-app, plutôt que des paiements directs. Bref, finalement, l'argumentaire de Rovio, c'était un peu en gros enfumage, mais j'espère que vous comprenez mieux leur décision maintenant. J'espère aussi que ça vous aidera à trouver le meilleur mode de financement pour vos applis et jeux. Et voilà pour cette première salve d'infos, et comme vous en avez l'habitude, place aux actus en bref pour faire la transition.
La marque Nokia n'est plus vraiment celle que nous connaissions dans les années 90 et 2000, car c'est désormais l'entreprise finlandaise HMD qui en possède la licence. Alors que le logo n'avait que peu évolué depuis les années 90, la marque se refait une beauté en souhaitant véhiculer des symboles d'énergie, de dynamisme et de modernité. Une nouvelle version de GitLab est disponible sous le numéro 15.9 et apporte plus d'une centaine de nouveautés. On note la possibilité de donner accès au repo privé à des utilisateurs avec un rôle d'invité, mais surtout pouvoir indiquer par fichier, dossier ou type de fichier comment les processus de validation ont lieu. Sur un autre sujet, malgré tous les efforts de Microsoft, la part de marché du navigateur Edge peine à décoller. Après avoir utilisé des méthodes plus ou moins discutables, la dernière en date est que sur Windows 10 et 11, une publicité incite à utiliser la barre de recherche du navigateur pendant 3 jours pour obtenir en retour une carte cadeau. Et enfin, pas besoin de vous acheter les derniers iPhones pour bénéficier d'une connectivité par satellite, car Motorola vient de lancer un accessoire nommé Satellite Link. Il se connecte en Bluetooth avec n'importe quel téléphone et coûte 119 € sans abonnement. Si toutefois vous souhaitez envoyer et recevoir des SMS, le coût avec abonnement pour 12 mois s'élève à 169 € avec une disponibilité prévue en Europe au deuxième trimestre. On reprend avec Android et plusieurs informations assez rapides. La première, c'est qu'auparavant, il était nécessaire d'intégrer TensorFlow Lite dans vos applications si vous vouliez faire du machine learning, et en toute logique, ça se sentait dans le poids des applis. Et en parallèle, Google avait annoncé déployer ce même moteur dans les Play Services, mais le degré de déploiement était assez opaque jusqu'à présent. En tout cas, la nouveauté, c'est que depuis la semaine dernière, une vidéo est en ligne de la part de Google et d'Android, et qui affirme que vous pouvez désormais faire comme si vos utilisateurs ont bien cette lib accessible par les Play Services. Dans les autres nouveautés, CheatAs, qui travaille sur Android depuis les tout débuts du système, a notamment publié un livre que je vous recommande de lire qui s'appelle Android, mais surtout, il demande aux développeurs qui utilisent Android des retours sur les API autour de la partie graphique. Pour ça, une enquête est publiée afin de recueillir vos retours pour rendre ces API plus simples d'accès, et je vous ai mis le lien en description pour y répondre. Et enfin, dernier sujet sur Android qui concerne cette fois-ci la version de Chrome qui va changer d'User Agent ou en réalité qui est déjà en train de changer d'User Agent. Concrètement, avant la version 110, le numéro de version d'Android et le modèle du téléphone étaient envoyés en clair. Désormais, il y aura écrit en dur Android 10 et la lettre K comme modèle, ce qui permettra aussi d'anonymiser les requêtes. Si toutefois vous voulez quand même obtenir ces informations, c'est toujours possible, mais il faut passer par ce qu'on appelle les User Agent Client Hints, qui sont accessibles dans les headers HTTP ou les API JS. Comme vous pouvez le voir, si votre serveur indique qu'il accepte la platform version et le modèle, ces informations seront alors renvoyées. Finalement, le résultat sera le même, mais si vous parsez l'User Agent, faites bien attention car l'information, elle ne sera plus fiable. Mais quand même, juste avant de changer de sujet, une petite précision parce que jusqu'à Chrome 113, il sera toujours possible de demander l'ancien User Agent, c'est-à-dire jusqu'à la fin mai, mais ensuite, il faudra plus du tout compter dessus. On va ensuite évoquer deux sujets plus généraux autour du développement avec dans un premier temps les GitHub Blocks, qui est une techno qui fait partie de GitHub Next, c'est-à-dire les expérimentations que GitHub fait en parallèle. Plus concrètement, l'idée c'est de remplacer les README en Markdown pour y ajouter du contenu dynamique. Vous avez quelques exemples ici, comme donner un code d'exemple avec la version directe, afficher des stats sur le repo ou faire de très beaux diagrammes. Tout ça, ça se code en JS grâce à React, Svelte ou Vue. Malheureusement, comme toute expérimentation de GitHub Next, c'est sur liste d'attente, mais une bonne nouvelle nous vient du directeur principal de la recherche chez GitHub qui indique, et je le cite, qu'il y a de fortes chances de supprimer la waiting list prochainement. Je ne peux pas partager de date précise, mais c'est de l'ordre de semaines et non de mois. Bref, je vous tiendrai au courant, mais n'hésitez pas à vous y inscrire. Et enfin, on termine avec une interview du directeur technique de Figma qui nous donne quelques infos intéressantes. Pour commencer, parmi les utilisateurs payants, ils ont désormais plus de développeurs que de designers. Ensuite, il fait une déclaration assez mystique en disant qu'en l'état, Figma n'est pas suffisamment bien pensé pour les développeurs et qu'ils veulent simplifier le processus autour de ça. Bref, ça se résume à ça et c'est un peu compliqué à comprendre. Mais bon, ensuite, sur un aspect plus technique, aujourd'hui Figma est un mélange entre du C++ et du React et TypeScript pour l'interface graphique. Côté rendu, il y a du WebGL qui est utilisé, mais il travaille pour y intégrer les API de WebGPU, en tout cas une fois que les navigateurs l'auront majoritairement adopté. Pour ce qui est plus précisément du C++, au départ Figma utilisait ASM.js qui permet de convertir du C++ vers du JavaScript, mais désormais c'est bien du WebAssembly et les performances sont forcément au rendez-vous selon lui, mais selon les benchmarks en général.
Je vous laisse ensuite lire le reste de l'interview pour avoir plus d'infos sur les IA génératives comme Stable Diffusion ou encore Figma 4X, en tout cas l'avis du directeur technique. Là aussi, le lien est en description pour lire cette interview. Et voilà, c'était tout pour ce Dev Café du mardi, j'espère qu'il vous aura plu, auquel cas vous connaissez mon petit refrain, n'oubliez pas de liker la vidéo, de clocher et même de vous abonner à la chaîne. Et de mon côté, avant de vous dire à demain, il faut aussi dire au revoir à ce décor temporaire, car dès demain, retour aux bonnes habitudes parisiennes. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et rendez-vous forcément même heure et même endroit. À demain!